بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers amis, d'abord je félicite Hicham pour l'organisation de cet événement. Il y a plus de sponsors que de présents, c'est dire l'intérêt qu'il y a pour la thématique, qui est une thématique extrêmement importante, pour le monde et pour notre pays. Nous avons aujourd'hui 3 défis à relever, mais je dirais 3 opportunités exceptionnelles. Il n'y a pas beaucoup de caméras, donc on va le dire, on est entre nous. On est probablement le pays de la région le plus attractif, le plus intéressant pour les investisseurs. Nos concurrents, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, sont en un peu moins bon état que nous, et ce qui fait qu'on a une avalanche, et je pèse mes mots, une avalanche de projets d'investissement dans notre pays. C'est un moment assez rare dans l'histoire d'une nation que d'avoir autant d'attractivité et d'être positionné comme l'une des uniques opportunités en termes d'investissement. C'est vrai pour l'industrie, mais c'est encore plus vrai pour les énergies renouvelables. Nous avons pris beaucoup de retard pour les énergies renouvelables. Nous avons hésité parce que nous avions un modèle, et nous avons toujours un modèle d'équilibre sur lequel nous avions basé notre développement sur les 20 dernières années, qui doit être revu et qui est en train d'être revu. Il doit être revu de manière intelligente parce que nous ne devons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons des contrats sur 25, sur 30 ans. Nous avons des contrats jusqu'en 2044, je crois qu'elle est représentante. Il n'y a que 2044, Omar ? C'est bien ça, 2044 ? Il y a même 2048. Donc nous avons des contrats jusqu'en 2048. Et la signature du Maroc est une signature qui est respectée dans le monde, et le Maroc honore toujours ses engagements. Et donc, nous devons travailler pour faire en sorte de bénéficier de la prime que peut octroyer l'évolution technologique en matière de renouvelables, sans forcément, ou en trouvant un modèle qui ne perturbe pas nos équilibres et nos engagements. L'un des moyens de le faire, c'est de faire grandir le gâteau. Et c'est le moyen qu'offre ce type d'opportunité. Faire grandir le gâteau, ça veut dire nous avons une capacité grosso modo de 13 gigas installés, à peu près, c'est ça ? Je ne me trompe pas ? De 13 gigas installés, et nous pouvons passer aujourd'hui, avec les projets que nous avons entre les mains, x2 d'ici 3-4 ans, x4 d'ici 10 ans et x5. Tout n'est pas destiné à l'électricité, on a beaucoup parlé d'hydrogène, tout ne sera pas destiné à l'électricité, mais nous avons la capacité de multiplier nos capacités productives et nos capacités installées x4, x5 dans les 10 prochaines années, ce qui fait que nos contrats qui seront à l'intérieur pèseront un peu moins lourd dans l'équation et que nous pourrons les gérer de manière intelligente. Le tout, et le vrai enjeu, c'est de gérer l'incrémental, ce que nous consommons en plus, ce que nous installons en plus, de manière intelligente au niveau de nos capacités, avec des nouveaux modèles. Et l'énergie est en train de passer d'un modèle où les États garantissaient les achats de manière claire. Les États avaient besoin de ces infrastructures, certains États ont toujours besoin de ces infrastructures, et bien évidemment garantissent les achats de tout ce qui est produit, à un autre modèle, qui est un modèle classique, d'économie classique, de transaction classique, où les clients achètent directement chez le producteur, et où les États garantissent d'une manière générale le transport et le baseload, ça veut dire la pérennité de l'approvisionnement pour les consommateurs. Donc cette transition aussi est en train de prendre place. Et il y a une conscience parfaite au niveau de tous les membres du gouvernement, ça je vous le confirme, une conscience parfaite que nous devons passer à ce modèle. Nous sommes d'accord. Ça veut dire que tous les partenaires impliqués ont signé pour aller vers ce nouveau modèle, notamment dans la moyenne tension,
Nous sommes en train de finaliser le processus pour permettre d'intégrer le réseau et de signer avec les clients par rapport à ça. Et ça demande aussi une adaptation pour être équitable, pour permettre à tous les opérateurs de travailler et pour permettre à tous les industriels qui en ont besoin d'avoir accès à cette énergie. C'est en cours de fine-tuning et une fois que nous aurons établi un process équitable d'adhésion, vous aurez tous droit de servir et de recevoir de la moyenne tension à un prix extrêmement compétitif qui nous permettra d'être au rendez-vous de la décarbonation au niveau de l'électricité dans un premier temps, vis-à-vis de qui nous permettra de gagner en compétitivité et de respecter les règles que nous imposons d'abord. Parce qu'on a souvent tendance à dire qu'on fait ça pour le CBAM, on fait ça pour le Green Deal européen. Mais le Maroc, dans son engagement par rapport au respect de la trajectoire de l'accord de Paris, est probablement un meilleur élève que l'ensemble des pays européens réunis. Bon, il y en a qui sont meilleurs que nous, mais on est dans les 3, 4, 5 siècles. Je ne me trompe pas. On est dans les 3, 4, 5, on était top 3, top 4 et puis top 5. On n'est pas mauvais par rapport à ça. Donc c'est quelque chose que nous nous imposons, que nous avons décidé de nous imposer, bien avant que cette énergie devienne extrêmement compétitive. Le Maroc a fait ce choix de manière volontaire. Il a fait des contrats extrêmement chers pour faire sa transition énergétique. Parce qu'il y croit. C'est une croyance ferme, d'abord de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. C'est une croyance ferme que nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers le développement durable. Et à l'époque, c'était quoi qu'il en coûte. Et on est encore dans des périodes où nous avons ces fameux contrats de quoi qu'il en coûte qui nous positionnent de manière extrêmement intéressante parce que ce quoi qu'il en coûte a permis de cartographier toute la carte solaire de notre pays, a permis de cartographier toute la carte éolienne de notre pays et a permis, en termes d'image, de faire aujourd'hui que le Maroc est considéré comme l'une des 3 destinations les plus compétitives en matière d'investissement dans les énergies renouvelables dans le monde. Ça vaut bien ces engagements, ça vaut bien cette prise de risque. Et vu le prix des hydrocarbures aujourd'hui, ça redevient compétitif. Ces engagements que nous avons pris il y a encore quelques années redeviennent compétitifs, comme quoi ce n'est pas un choix conjoncturel, mais un choix structurel de notre pays. Ça, c'est la première opportunité. La deuxième opportunité que nous avons, c'est aujourd'hui le dividende démographique. Ça fait peur. Ça fait peur de savoir que nous avons 600 000 jeunes qui arrivent et qu'il faut intégrer chaque année. Alors que nous créons, bon an, mal an, 100, 150 000 emplois par an. Mais c'est une opportunité exceptionnelle. C'est pendant cette période de dividende démographique, de transition démographique, que la croissance du développement ou le basculement du développement des pays se fait. Nous avons aujourd'hui un réservoir important de 4 millions de jeunes à qui nous devons trouver des opportunités. C'est une responsabilité que nous partageons tous. Ils ont des compétences incroyables, quoi que vous en pensiez. On a mis longtemps à vous écouter et à écouter certains opérateurs économiques locaux qui nous disent « mais ils ne savent même pas écrire une lettre », c'est ça ? On a mis longtemps. Ils ne savent même pas écrire une lettre, ces jeunes. C'est quoi cette éducation ? Si je vous faisais plancher tous, en vous demandant chacun d'entre vous d'écrire une lettre correcte administrative, je ne suis pas sûr que j'en récupérais 4 ou 5 correctes. On est d'accord là-dessus. Combien de patrons passent
du temps à nous dire « Une partie de mon travail, c'est de corriger les lettres qu'écrivent mes collaborateurs. » Et pourtant, leurs collaborateurs sont pas mal. Donc aujourd'hui, les compétences que nous avons à tous les niveaux sont exceptionnelles. Et je pèse mes mots. Vous pouvez lire le PIMS, le TIMS, le machin, le classement du Maroc, dernier en éducation, etc. Moi, je vois des faits. Je vois des jeunes qui arrivent dans des ensembles internationaux, des gens qui ont des usines partout dans le monde, des gens qui sortent de la formation professionnelle, qui sont en général dans une sorte de deuxième chance par rapport à l'éducation, qui rentrent dans des systèmes de production japonais, chinois, allemands, coréens, américains, ou français, ou même africains, voire même marocains quand il y en a. Ils rentrent dans des systèmes de production avec des exigences de qualité exceptionnelles. Vous connaissez les exigences de qualité modèle des Japonais, avec leur Kaizen, etc. C'est assez compliqué. Qui mettent en place des usines eux-mêmes, directement, avec l'aide de gens à distance, parce que pendant le Covid, vous ne pouvez pas avoir d'experts qui les aident à installer des usines. Ils les ont installées eux-mêmes. Et très vite, ils ont, au bout de 4 mois et quelques jours ou 5 mois, atteint les niveaux de qualité moyens de l'ensemble du groupe au niveau international. Et ça, je le retrouve partout. C'est pas fini. C'est pas fini. Au bout de 9 mois, 1 an, ils sont au meilleur niveau de qualité de l'ensemble des groupes à l'international. Ils visent la première place et en amélioration continue. Nos jeunes sont bons. Je dirais même, nous ne sommes pas à la hauteur de leur qualification et nous devons nous améliorer tous les jours pour être à la hauteur de leurs attentes. Nous leur devons de ramasser ce qu'il y a à ramasser. C'est une fenêtre d'opportunité exceptionnelle. Vous n'avez qu'à voir les chiffres de l'export de l'industrie en 2022 pour vous en convaincre. Nous sommes à plus de 43% de croissance par rapport à l'année dernière. Dans certains secteurs, l'aéronautique, on est à plus de 60%. On est à des niveaux historiques dans pratiquement tous les secteurs. Bon, la pharma doit se réveiller un peu, mais on va leur parler et les aider. Nous sommes à des niveaux historiques dans tous les secteurs. On a 1095 projets industriels sur lesquels on travaillait à lundi dernier. J'attends celui de lundi, Madame la directrice générale de l'industrie. 1095 projets, 254 000 emplois à créer, en cours de création. Et des jeunes, il y en a et on en trouve. Et on les forme. Et très vite, nous sommes en train de monter en gamme avec nos jeunes. Nous ne sommes plus que des consommateurs de process. Nous sommes passés de consommateurs de process, ça veut dire on assimile les process, ce que je vous expliquais tout à l'heure. On crée des process, on crée des produits aujourd'hui. Et par exemple, dans l'automobile, on a plus de 7000 ingénieurs aujourd'hui, avec le recrutement de 2000 supplémentaires, rien que dans une boîte en 2022. Une seule. 7000 ingénieurs qui dessinent de l'automobile. Avec Casablanca qui est probablement entrée dans le top 10, elle était 12e il y a 2 ans, dans le top 10 des investissements en R&D automobile dans le monde. C'est nos jeunes, ça. Ils savent tout faire. Ils sont extrêmement agiles, ils sont extrêmement bons et ils ont faim. Ils sont ambitieux. Je suis rentré dans une usine, il n'y a pas longtemps à Fès, ça m'a fait mal au cœur, mais ça montre leur volonté et leur degré d'ambition. Des jeunes qui étaient en train d'être formés pour être simples opérateurs de câblage. Formation de 15 jours, 3 semaines. Je rentre et je leur demande, c'est quoi votre background ? 50% d'entre eux avaient une licence en droit. C'est honteux pour nous. Mais j'étais fier en même temps de les voir, avec leur licence en droit, en train de se battre pour devenir de simples opérateurs de câblage, pour aller chercher leur salaire et aller chercher de quoi vivre. Je suis fier de nos jeunes et vous devez en être fiers.
Donc, dividende démographique des jeunes qui ont faim, on doit se mettre à leur niveau. Je compte sur vous. Et c'est pour ça que je vous demande de l'ambition. C'est pour ça que je vous demande de multiplier vos ambitions par 2 ou par 3. Ne restez pas dans la croissance organique simple. Il y a le monde à récupérer. Le Maroc est dans une position unique et exceptionnelle. On a une fenêtre de tir de 2 ans. Ce qui m'amène à la 3e opportunité. Parler de crise, on entend ça souvent. Le Covid, le raccourcissement des chaînes de valeur, le transport, la guerre en Ukraine. C'est bien ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement pour nous? C'est une opportunité unique dans l'histoire de notre pays. Il y a une redistribution des cartes, des chaînes de valeur au niveau international. C'est maintenant que ça se passe. Nous avons une position unique, on en a parlé. Nous avons des atouts uniques et des compétences uniques, on en a parlé. Est-ce que nous avons des investisseurs nationaux, marocains et étrangers? On en a. Qui y croient suffisamment pour saisir ces opportunités uniques? On a 2 ans. C'est le moment, comme on dit au poker, de mettre tapis, de donner tout ce que vous avez, toute l'énergie que vous avez, d'aller mobiliser tout l'argent que vous pouvez mobiliser. De mettre tapis, parce qu'une opportunité comme celle-là ne se renouvellera pas avant 20 ans. Morocco now, c'est now. À vous de jouer. Merci.